Je vous propose de commencer le grand tour de ce midi, le dernier avant les vacances d'été. Donc, j'enverrai la recette pour ceux qui font un syndrome de sevrage et de manière à pouvoir continuer pendant les 2 mois d'été. On reprendra la première semaine de septembre. Et donc ici, Jean, tu n'as pas fait de grand mystère. Tu vas donc nous parler de la maladie de Lyme, c'est ça? Exactement. OK, d'accord. Eh bien, on t'écoute. Merci, Élie. Oui, donc effectivement, avec le titre La Grande Simulatrice, c'était quand même difficile de rester confidentiel et d'essayer de cacher le diagnostic pendant longtemps. Donc, je fais un peu c'est un peu comme dans les Columbo, où en fait, on connaît le coupable dans les premières minutes, mais n'empêche que je trouve que les séries Columbo sont quand même souvent très bien faites. Et, et j'espère que ici, vous me suivrez et que vous verrez des choses pas très ragoûtantes, mais des rappels utiles, surtout à la veille de cette période estivale où parfois on a tendance à relâcher un petit peu les sécurités. Je parle pour les tout jeunes, je ne parle pas pour les gens. Justement, vous l'allez voir, comme on dit. Attends, je vais essayer de passer. Ah, voilà. Alors, d'abord, trois petits cas. Un qui est assez intéressant. Les deux autres sont beaucoup plus courts. Passant de 36 ans, ça remonte à décembre 2019, passant de 36 ans, qui vient aux urgences, adressé par le médecin traitant pour mise au point de douleur lombaire, irradiant en ceinture depuis 2 semaines, avec fièvre, diarrhée, hématochésie. Il avait eu une infection à Campylot traitée 1 mois plus tôt, et son médecin traitant lui avait fait faire un CT abdo dans ce contexte-là, fièvre, diarrhée. 3 jours plus tôt, ce scanner abdominal avait montré de la diverticulose et une lithiase rénale gauche sans complications. Et en même temps, il lui avait fait une prise de sang qui montrait des perturbations des tests hépatiques. Bon, antécédent de ce jeune homme de 36 ans, pas grand-chose, puisque diverticulose sigmoïdienne, reflux gastro-œsophagien et une laminectomie L4-S5. À noter qu'en 2015, à la colonoscopie, l'aspect macroscopique était normal, mais il y avait des lésions modérées de coliques chroniques non spécifiques. Il ne fume pas, il ne boit pas, il ne prend aucun médicament, il n'y a pas de souci. Alors, très simplement, l'examen clinique, les paramètres sont parfaits. L'examen clinique complet est normal, sauf que il a une sensibilité à la palpation lombaire, donc des régions lombaires bilatéralement, sensibilité à la palpation de l'épigastre et un petit peu la fosse iliaque gauche. Mais le reste de l'examen complet, l'examen physique complet est normal. Prise de sang, ben oui, il est aux urgences, on lui fait une prise de sang, c'est que du banal, vous voyez, l'hémato est normal, 4700 blancs, les ions sont normaux, glycémie, hein. Peut-être fibrinogène à 654. Mais bon, il y a une notion de fièvre, il y a une notion de nausée, diarrhée. Il avait fait un campylot il y a peu de temps auparavant. Voilà. Et donc, ce qui est anormal, ce qui est confirmé anormal, c'est une petite perturbation, enfin une perturbation des transaminases et surtout des phosphatases alcalines et des gamma-GT avec une petite CRP à 37. Je rappelle qu'il ne prend pas de médicaments, il ne boit pas. Donc voilà, on tombe sur des novos, 419 de phosphatase, 480 de gamma-GT et une CRP à 37. Il n'a pas de plainte urinaire, mais on lui fait quand même une analyse d'urine qui est strictement normale. Donc, en ce 30 décembre 2019, diagnostic différentiel qui se pose aux urgences, c'est est-ce qu'il récidiverait simplement son campylobactère qui ont été traités de manière insuffisante, un uréus biliaire point d'interrogation, ou alors un Crohn avec une cholangite associée. Moi, je pense que c'est une syphilis. Eh bien, non, justement. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On programme pour l'année suivante une colonoscopie. L'année suivante, puisqu'il faut le temps que le nouvel an passe, il faut le préparer. Et donc, il passe son réveillon, son 1er janvier, attablé devant une excellente liqueur qui s'appelle une pleine vue, de manière à le préparer. Et donc, au jour +3, le 2 janvier, le gastro au toucher rectal sent une irrégularité muqueuse. Après ça, il fait donc sa colonoscopie complète avec une iléoscopie. Et tout ce qu'il retrouve, c'est de diverticules sans signe d'inflammation, mais un aspect inflammatoire aspécifique du bas rectum évoquant une rectite ulcéro-hémorragique. Et il fait des biopsies. La conclusion, donc,
Au jour plus 3, c'est suspicion de rectite ulcéro-hémorragique, exclure cholangite, programmer une cholangio-IRM. Logiquement, donc, le patient rentre chez lui le lendemain, donc c'est une hospitalisation très courte. Ce jeune homme rentre chez lui le lendemain avec comme conclusion ce que je viens de dire, forte suspicion de rectocolite ulcéro-hémorragique, anapathie en cours, possible cholangite sclérosante associée ou hépatite toxique médicamenteuse, lithiase rénale, lumbago et le traitement claversal, ursofalque et des antalgiques. Ça, c'est le 3 janvier. Eh bien, ça ne va pas mieux puisqu'il revient 6 jours plus tard. 6 jours plus tard, le 9 janvier, il revient aux urgences. Pourquoi? Parce qu'il a toujours ces lombalgies bilatérales. C'est ce dont il se plaint. Il a des lombalgies bilatérales malgré des antalgiques encore plus puissants. Ça ne s'arrange pas du tout, à tel point que son médecin traitant a refait un scanner de la colonne lombaire donc, depuis sa sortie, donc le 7 janvier. Il a refait un scanner de la colonne lombaire qui ne montre rien de particulier. Et c'est une vraie énigme, et ça le restera d'ailleurs. Status post-laminectomie, le 4L5, hypénectomie, mais protrusion, mais qui est stable par rapport à 2013. L'examen fait 6 ans plus tôt. Et il y a bien un contact disco-radiculaire avec l'émergence des racines L5, surtout à droite, mais ça n'explique pas ces lombalgies bilatérales tellement invalidantes. Mais donc, il est là, on va quand même lui refaire évidemment un examen clinique. Il n'y a toujours rien, l'examen clinique est normal, sauf on note évidemment une douleur à la palpation des côtes flottantes à gauche, enfin la fossile à gauche et au niveau lombaire paravertébral droit. Bon, on fait une prise de sang, il est aux urgences. Par rapport à la prise de sang faite une semaine plus tôt, il n'y a pas grand-chose, 4000 blancs, le foie, fonction rénale normale, lésions normaux. Le fibrinogène qui était à 650 est passé à 1000. Le patient ne décrit plus de fièvre. Mais donc, en 6 jours, 6-7 jours, le fibrinogène qui était à 650 est passé à 1000. Bon. Et les tests hépatiques sont toujours perturbés. Pas vraiment en plus. Les chiffres sont plutôt stables dans leur médiocrité. On a toujours des phosphatases autour de 500, des gamma-GT autour de 420. Et la CRP qui était à 35 est passée à 68. Donc, il y a deux petites choses inflammatoires quand même dans la prise de sang. Dans un contexte de maladies immunomédiées inflammatoires, les douleurs lombaires, on doit évoquer éventuellement une sacroïlite. Et donc, j'avais de l'imagerie, et en restant branché sur ce diagnostic-là, j'aurais eu tendance à demander une imagerie des sacroiliaques à ce stade. Oui, mais alors demander une IRM parce que et demander une IRM à ce moment-là. Mais son médecin lui avait refait un scanner 2 jours avant, colonne lombaire. Oui, colonne lombaire, ce n'est pas sacroiliaque. Et l'autre point, dans les lombalgies, on n'a pas l'impression que c'est la colonne qui est en cause. Il faut toujours se demander s'il n'y a pas quelque chose qui se passe dans le rétropéritoine, notamment des adénopathies qui pourraient donner des lombalgies aussi. Justement, donc devant ce tableau-là, il est aux urgences, on continue, on fait une analyse d'urine. Ça, je n'ai pas bien compris parce qu'il n'a aucune plainte, mais c'est peut-être de la routine. Il a une croix d'estérase, il a 3 blancs, mais 500 bactéries. Bon, mais il n'a aucune plainte. Et d'ailleurs, la culture restera négative. On lui fait un CT de l'abdomen. Le CT de l'abdomen, j'ai sélectionné que 3 slides. Le CT de l'abdomen, donc, refait le 9 janvier, montre une splénomégalie avec un axe bipolaire estimé à 15 cm. Montre, c'est peut-être pas la meilleure coupe que j'ai prise, mais montre des petits ganglions qui sont latéraux, enfin périaortiques et qui vont descendre un peu le long de l'axe iliaque gauche. Mais c'est des petits ganglions dont le plus grand mesure 1 cm, là. Et alors, une possible suspicion de pneumonie basale droite. Alors qu'il n'a pas de plainte pulmonaire, il a une suspicion donc on est presque au niveau du diaphragme, suspicion de pneumonie basale droite. On essaye de mettre tout ça ensemble, et quand on met tout ça ensemble, la conclusion c'est 36 ans, RCEH probable, angiocolite en cours, enfin le bilan est en cours, infection urinaire basse asymptomatique, bof, donc ZINAT, pneumonie basale droite, donc ZINAT, névralgie intercostale gauche, contracture musculaire, hospitalisation pour prise en charge en attente réévaluation par l'interniste. Et le traitement, des antidouleurs, et on continue son ursofalque et son claversal. Surprenant. Et on l'hospitalise. Et alors là, le lendemain,
le 10 janvier, il sort un rash maculopapuleux. Alors qu'il est... Ça doit être le zinat. Et donc, on sort. Donc, alors, c'est très discret, mais la photo est quand même bien prise. Hein. Je trouve qu'on voit quand même clairement ce rash qui est en train d'apparaître. Donc, c'est le rash maculopapuleux. Et donc, le tableau, si on reprend tout, douleur flanc gauche, thoraco, adénopathie, splénomégalie, rectite en fait avec un ulcère, c'était une lésion ulcérée au niveau du rectum, hépatite cholestatique, et donc on pense évidemment à exclure une syphilis. On refait la prise de sang qui montre une sérologie syphilitique franche, claire, donc 8 de RPR et 1280 de TPHA. On lui fera une ponction lombaire qui montrera un RPR dans le LCR à 1 sur 128. Mais ça, je ne sais pas si c'était vraiment nécessaire de faire vu le contexte, mais il avait ces douleurs de type neurologique très, très importantes. Alors évidemment, comme il y a toujours du retard, sans aucune critique, dans la livraison des résultats à NAPAT, évidemment, c'est après qu'il ait été hospitalisé et qu'il est sorti cette éruption que l'ANAPAT des biopsies coliques du 2 janvier dit tissu de granulation correspondant à une ulcération colique sans signe de spécificité. Là-dessus, tout ça ensemble, l'équipe qui a pris ce patient en charge a demandé de refaire de l'immunohistochimie. Et donc, en conclusion, ce patient a une syphilis secondaire, chancre rectal probable, hépatite cholestatique, le rash dans le cadre de ce syphilis, évidemment. La suspicion initiale de radiculopathie, ça, on l'oublie. L'anatomopathologie donc, a fait de l'immunohisto sur les biopsies rectales et montre en fait de multiples petits bacilles au sein des cryptes et de la lamina propria. Donc, on a bien la confirmation que c'était actif. En même temps, le bilan IST, lui, ne montre rien. Et on reste avec des explications, enfin, pas d'explications claires dans le cadre de ces douleurs dorsales thoraciques. By the way, on lui découvre fortuitement, à force de lui faire ces examens, des échos, des IRM abdominales et autres, on va lui découvrir une petite néoplasie mucineuse papillaire intracanalaire du pancréas, qui est suivie et qui ne pose pas de problème. Voilà, ça c'est le premier cas. Oui, oui. Attends. Comme ça, on te voit. Ça n'a peut-être pas de valeur, mais est-ce qu'on l'a interrogé sur son statut marital, sexuel et patati et patata quand il est rentré ou pas? Il y avait des contacts sexuels avec les hommes. Et on ne lui a pas fait d'emblée un test syphilis. On lui a posé la question. Oh, oui, oui. Oui, non. Ah oui, non. Non, mais Donc, il y avait des contacts, il avait un petit copain. Non, pas d'emblée. Non. C'est formidable, c'est très bien parce que tu mets le doigt sur le point qui est peut-être le point le plus important de toute cette présentation. Le doigt avec un gant. Je vais te montrer un doigt avec un champ, tu vas voir. Voilà, un deuxième cas rapide qui nous a été adressé par un confrère ophtalmologue. En fait, c'est un monsieur de 56 ans, en mars 2019. Il va voir un ophtalmo parce qu'il a une diminution très nette d'acuité de son œil droit depuis quelques jours. Alors, il va d'abord voir un premier ophtalmo qui est un peu perdu, qui ne sait pas trop ce qui se passe. Il le renvoie quelques jours après chez un ophtalmo plus expérimenté qui, lui, conclut, oui, OK, au niveau de l'œil droit, perte de la ligne des photorécepteurs. La fluo montre une vaste plage maculaire à droite. Et lui, il a l'attention attirée tout de suite. C'est quelqu'un qui est expérimenté et il pense directement à une syphilis, ce qui est quand même assez formidable. Et donc, il dit, il faut faire la prise de sang. Et évidemment, la vision des couleurs, champ visuel, etc. Il n'y a pas de problème d'ouïe. Donc, syphilis, point d'interrogation. Antécédent, ce patient souffre d'une maladie de Strumpel-Lorrain, qui est une maladie orpheline génétique qui cause une spasticité, une faiblesse des membres inférieurs. Il prend un petit peu d'anti-inflammatoire, pas d'allergie, il fume, il ne boit pas, il ne se drogue pas. Et donc, prise de sang banale, CRPA10, il n'y a rien d'autre, mais effectivement, voilà, et donc, effectivement, l'ophtalmologue, parce qu'il a déjà vu des atteintes ophtalmiques de syphilis, avait vu juste, c'est lui qui fait le diagnostic tout de suite. C'est bien ça. Il est HIV négatif, alors il y a une réaction croisée avec Borrelia, il a un petit peu d'IgG, mais avec un Western blot douteux. Et donc,
on le réinterroge. En fait, ce patient de 56 ans qui se rappelle avoir eu un rapport oral non protégé 5 mois plus tôt, à risque, évidemment. L'examen physique était banal, sauf une fine éruption tronculaire. La paraparésie, c'est dans le cadre de sa maladie orpheline. Et donc, il va être traité par 24 millions de pénicilline pendant 14 jours. On fait la ponction lombaire, je vais passer. Simplement, son évolution ophtalmo, c'est intéressant. Après 4 jours de traitement par pénicilline, il remarque une amélioration de sa vision de l'œil droit, objectivée d'ailleurs par l'ophtalmo. À la fin du traitement de PNG, de nouveau, le patient se dit que ça s'améliore, la vision s'améliore, la vision des couleurs aussi. Il sort après 14 jours et il est revu régulièrement en ophtalmo le 29 octobre, donc 6 mois plus tard. Il y a une très claire amélioration. Il n'a pas tout récupéré, mais l'ophtalmo constate une très nette amélioration de la vision des couleurs également, qui est nettement meilleure. Alors, brièvement, parce que je ne voulais pas le mettre, mais il est -5, et brièvement, un troisième cas d'il y a 2 mois. Ça, c'est intéressant. Et ça va bien illustrer la remarque de Jean-Pierre Mouns. Il y a 2 mois de ça, le médecin des urgences nous appelle parce qu'il a une suspicion, un patient avec une suspicion de dengue. Il nous appelle pour dire, est-ce qu'il faut l'isoler, est-ce qu'il faut le traiter et comment je peux prouver le diagnostic? Je dis, ah, bizarre, tu te rends comme ça. Oui, c'est un jeune patient de 31 ans, qui revient du Brésil. Il a séjourné 2 mois au Brésil. Il est revenu du Brésil il y a 2 semaines et depuis 4 jours, fièvre, transpiration nocturne, céphalée, nausées, vomissements, douleurs thoraciques et abdominales, diarrhée, rage cutanée de type papule. Il n'a pas de myalgie, il n'a pas d'arthralgie et pas d'autres plaintes. Et le patient insiste pour dire qu'il revient d'une zone du Brésil où il y a beaucoup de cas de dengue, où on parlait beaucoup de dengue dans son entourage. Et donc, il était chez des amis là où il a séjourné durant 2 mois. L'assistant des urgences l'interroge et je le réinterroge moi quand je descends le voir parce que ce rash m'intéressait par téléphone. On voit assez mal les rashs. Et donc, il n'a aucun antécédent. Aucun. Il ne prend aucun traitement. Et quand on voit, c'est pas lui, j'ai retrouvé sur Google, ça ressemblait exactement à ça. Ça ressemblait exactement à ça. L'examen physique est normal par ailleurs, il est asthénique pâle, les paramètres sont bons, il a 37,2. Mais il a, depuis en fait 2-3 jours, une éruption diffuse comme ça, maculopapuleuse, sur tout le corps. Et quand je lui parle même de syphilis, je dis, vous n'avez jamais eu, on ne vous a jamais parlé de syphilis dans le temps? Non, non, du tout, mais vous êtes en bonne santé, oui. Vous avez eu des rapports à risque? Pas du tout. Pas du tout. Formidable. Donc, on rajoute, ah oui, là, sa CRP de base est à 18. Tout le restant de la biologie, perdons pas notre temps, c'est normal. Évidemment, au vu de ça, je dis, bien, on va rajouter une sérologie syphilis. Et tant qu'on y est, un HIV. C'est dans le même tube. La syphilis est franchement positive, évidemment. RPR 32, TPHA 10240. Et tant qu'on y est, l'HIV est positif aussi. Je lui téléphone le soir pour lui communiquer ces bonnes nouvelles, en tout cas celle-là, en lui disant qu'il faut qu'il soit traité. Et là-dessus, il accepte enfin de me mettre en contact avec son médecin traitant, parce qu'il est entre Bruxelles et Gand. Et son médecin traitant, c'est une néerlandophone, et il ne nous a pas donné ses coordonnées. J'ai donc eu cette console le lendemain au téléphone, qui m'a dit que le patient était donc séropositif, traité, suivi dans un centre de référence depuis 2 ans du côté de Gand, et que ça devait être sa 2e ou 3e syphilis. Voilà. L'importance de l'anamnèse est vraiment de creuser, de fouiller, parce que donc, à partir du moment où on a un tableau clinique, une histoire, un tableau clinique qui peut faire penser à ça, même si le patient dit non, moi jamais, je n'ai aucun antécédent, creuser et recreuser. Voilà. Alors en fait, pour conclure, mais effectivement, cette grande simulatrice, elle concerne en fait toutes les disciplines, enfin énormément de disciplines médicales, la dermato bien sûr, gynéco-obstétrique, uro, la neurologie bien entendu, la gastro, vous l'avez vu ici, la stomato à la recherche de lésions primaires, l'ophtalmo, vous avez vu un exemple, la rhumatologie, la psychiatrie et donc en fait la médecine interne au sens large du terme, c'est évidemment la maladie qui est typiquement une maladie de la médecine interne. Je ne vais pas en 10 minutes vous faire tout un cours sur la syphilis, juste insister sur 2-3 points que je trouve intéressants. Au niveau
D'abord, d'où vient le nom de syphilis? Je trouvais ça original. Donc, en fait, syphilis, en fait, c'est le nom d'un berger dans un poème italien. C'est le nom d'un berger qui aurait donc développé cette maladie pour avoir désobéi à Apollon. Et en fait, le nom, c'est Syphilus dans le poème. Et en fait, ce sera un poème inspiré d'un texte d'Ovide, ça, on n'en sait rien. La syphilis ou le mal vénérien a été décrit et écrit en 1530 par un Fracastor, qui est un poète, philosophe et médecin qui habitait Vérone et qui a donné une des premières belles descriptions de la syphilis et dans les différents stades de la syphilis. Donc, vous voyez, c'est 1530. On pense communément que c'est les marins de Christophe Colomb qui ont ramené ça des États-Unis, des Amériques. Et comme il s'était arrivé d'abord à Naples, on a d'abord appelé ça le mal de Naples, puisque c'est là qu'on a eu les premiers cas de syphilis. Puis, lors des guerres d'Italie, sans doute que les soldats français ont attrapé ce mal et l'ont ramené en France. C'est pour ça que dans beaucoup d'ouvrages, on compare la syphilis au mal français, avant que ça ne se dissémine évidemment partout en Europe. Alors maintenant, venons à la Belgique. Ici à gauche, vous voyez en fait l'incidence en Belgique de 2002 à 2013. Après ça, il y a eu un gap. Et ici à droite, vous verrez les chiffres de 2017 à 2019. C'est le laboratoire Vigie de microbio. Ce que vous voyez clairement en pointillé, c'est total hommes et femmes. Vous voyez clairement que sur même 10 ans de temps, entre 2000 et 2013, il y a une augmentation franche et continue du nombre de cas de syphilis. Vous voyez aussi que en bleu, ce sont les hommes, c'est essentiellement les hommes, beaucoup plus que les femmes. Donc, passant de 1 ou 2 par 100 000, on est arrivé ici en 2013 à 9 par 100 000. OK, les chiffres ici, la courbe, c'est la courbe vert clair, c'est celle-là, celle qui est tout en bas, de 2017 à 2019. Ça se stabilise, mais ça se stabilise aux alentours de 20 pour 100 000, donc 2 fois plus qu'en 2013. Donc, 5 ans plus tard, c'est quasiment le double. Et ce graphique-ci nous permet de resituer l'incidence de la syphilis par rapport au gonocoque, c'est à peu près la même chose, et par rapport au chlamydia, qui reste quand même 4 fois plus fréquent. Donc, clairement, il y a une recrudescence depuis 20 ans, et pas qu'en Belgique, hein, on n'est pas les maîtres du monde, dans la majorité des pays où ce genre d'enregistrement se fait. C'est très souvent des réinfections. L'homme a la mémoire courte, donc 28% ce sont des réinfections. Et alors, c'est 85% d'hommes, et parmi eux, 3/4 sont soit homosexuels, soit bisexuels. Ça, c'est quand même très, très important. Alors, regardez simplement la courbe. Ici, vous voyez donc les trois verts, c'est les 3 années 2017, 2018, 2019. Regardez au-dessus, c'est l'incidence en fonction de l'âge chez les femmes et chez les hommes. Vous voyez que chez les femmes, c'est quand même, bon, il y en a beaucoup moins, évidemment, ça, on vient de le dire, mais vous voyez, c'est plutôt 25-35 ans, quand même, c'est là, plutôt là. Alors que chez l'homme, c'est 20 à 60. Il y a une différence d'âge claire. Et alors ici, à droite, je trouvais ça intéressant, ce sont des chiffres belges, mais je suis sûr qu'on les retrouverait dans tous les autres pays, c'est la distribution des orientations sexuelles pour les hommes. Et donc, en fait, le vert clair ici, ce sont les hommes uniquement hétérosexuels. La deuxième colonne vert plus foncée, c'est homosexuel et bisexuel. Et l'autre colonne, c'est inconnu. Ce que vous voyez, c'est le type d'IST, donc chlamydia, gonocoque, condylome, syphilis, herpès. Et vous voyez que les hétérosexuels sont beaucoup plus à risque d'attraper le chlamydia, le gono, des condylomes, voire l'herpès, mais très peu de syphilis. Alors que les hommes homosexuels ou bisexuels, clairement, c'est la syphilis qui est l'IST clairement la plus fréquente parmi eux. Alors, oui. Une mauvaise conclusion tomographique serait de dire si vous ne voulez pas attraper le chlamydia, soyez homosexuel, quoi. Mais donc, c'est une conclusion qui est contre-productive. Oui. Oui. Le problème maintenant, non, parce que tu débouches. Mais c'est étonnant qu'il n'y ait pas plus, malgré tout, parce que tu pourrais dire quand même c'est sexuellement transmissible, et donc généralement on dit qu'on peut choper plusieurs choses en même temps. Et alors c'est curieux, c'est comme si le fait d'avoir la syphilis, enfin d'attraper la syphilis, te protégeait contre le chlamydia. Hein, c'est un peu étonnant. Tout à fait. Hein.
Et en fait, ce qu'on a classiquement décrit, c'est une association fréquente dans les IST entre le gono et chlamydia. Plus qu'avec la syphilis, oui, qu'on retrouve là. Mais c'est intéressant parce que justement, enfin, je terminerai en disant un tout petit mot sur le facteur de risque. Bon, syphilis, c'est des jolies photos, on ne peut pas s'empêcher de vous les repasser. Je rappelle quand même que la transmission, c'est par contact, hein, c'est le contact entre une muqueuse qui est atteinte et une muqueuse qui ne l'est pas encore. Ça facilite la transmission. Ces lésions-là, ces lésions de syphilis vont faciliter évidemment la transmission de l'hépatite C ou de VIH lors de rapports sexuels. Là, j'ai repris ça dans la dernière édition du Mandel parce qu'on a revu un petit peu avant primaire, secondaire, latente, etc. Ça, c'est la dernière, le dernier algorithme, je dirais. Hop, voilà. Donc, à partir de l'exposition, on a une incubation de 10 à 90 jours. On peut avoir donc la syphilis primaire, c'est la formation du chancre, évidemment. Puis, de nouveau, une incubation de l'ordre de 1 à 2-3 mois pour avoir la syphilis secondaire, qui peut être soit une latente précoce ou latente tardive. Ça ne veut pas dire grand-chose. Ça, c'est dans l'année après l'infection, et ça, c'est plus qu'un an après l'infection. Latente, ces formes latentes peuvent redonner des roséoles. Donc, on peut être à une forme early latent ou late latent et refaire de temps à autre des roséoles syphilitiques, par exemple. 24% de récurrence en l'absence de traitement, évidemment. Intéressant aussi, c'est que même au stade du chancre, on peut avoir une contamination, donc précocement, on peut avoir une contamination du système nerveux. On considère que sans doute le système nerveux peut être envahi dans 25 à 60% des cas. Dans la grande majorité des cas, ce sera totalement asymptomatique. Dans la grande majorité aussi, le corps va éliminer le tréponème, mais dans 20%, à la longue, ça peut quand même donner donc la neurosyphilis. Mais donc à cette phase précoce, donc vraiment dans les 3 mois après la contamination, on peut avoir une neurosyphilis symptomatique sous forme de méningite, d'atteinte des nerfs crâniens ou atteinte oculaire, par exemple. Donc, il y a vraiment clairement 2 formes d'atteinte neurologique de la syphilis, une qui est peut-être très précoce dans les mois qui suivent la contamination, et l'autre, la fameuse neurosyphilis, qui elle, va arriver des années, 10, 15 ou même plus, années après la contamination. Quand même, puisque c'est l'heure du repas, on va quand même regarder quelques photos. Le chancre, je rappelle qu'il est indolore, sauf si parfois localisation extragénitale au niveau de la lèvre, de la langue ou de la gorge. Le chancre est souvent unique, il est induré, mais il peut parfois être multiple, en particulier chez les patients séropositifs. Il peut passer inaperçu. Il y a souvent une adénopathie régionale, mais qui va disparaître. Ce chancre est évidemment une lésion qui est hautement contaminante, hautement contagieuse, et en l'absence de traitement, évite ce chancre va guérir tout seul. La secondaire, c'est souvent, comme je vous le disais, c'est dans les 2 à 12 semaines, c'est dans les 3 mois qui suivent le contact, c'est par dissémination hématogène, évidemment. Les lésions sont polymorphes, c'est aussi une des raisons pour laquelle on appelle la syphilis la grande simulatrice. Ça dépend de la virulence du pathogène et de toute une série de choses. Important, au stade de la roséole, on peut encore retrouver le chancre dans un tiers des cas. Parfois cette lésion dermato arrive assez rapidement, il y a encore le chancre, alors que cette roséole est déjà apparente. Typiquement aussi, ça touche la paume des mains, les plantes des pieds. On peut avoir aussi dans 35% des lésions buccales, et ça s'accompagne souvent, comme c'était le cas d'ailleurs chez le dernier patient, de malaise, de fièvre, de maux de tête importants dans 70% des cas. Ça guérit spontanément, mais comme je vous le disais, comme je vous l'ai montré, il y a des récidives fréquentes si on ne traite pas le pathogène, bien entendu. Pour information, condyloma lata, ce sont des formes rares qui sont des formes de condylome qui sont extrêmement contagieux, qui sont vraiment bourrés de bactéries. La syphilis secondaire peut aussi être marquée par de l'alopécie. Là, je me suis rappelé, donc, quand on a un cas d'alopécie comme ça, brutal, totalement inexpliqué chez un homme, se dire, tiens, dans le fond, ici, c'était une syphilis. On n'a pas. C'est vraiment la grande simulatrice. Hein. Je veux y penser dans des situations où on ne ferait vraiment pas le lien.
Ah ben voilà, elle a réapparu. Cette photo avait disparu tout à l'heure. La syphilis secondaire maligne, ça a été publié il y a 2-3 mois, il y a 1 mois, dans le New England. Je ne sais pas si vous avez vu ça. C'est quand même très, très impressionnant, ces scrofules syphilitiques. Ils en ont fait une image dans le New England. C'est évidemment rarissime, hein, de nos jours sûrement. Alors, syphilis secondaire, comme je vous disais, méningite dans un certain nombre de cas, donc assez rapidement, voire une méningite aiguë dans 2%. Les uvéites ou d'autres atteintes oculaires, surtout chez les patients séropositifs, mais pas que. L'hépatite, ben oui, que les stases, comme dans le premier cas, est rare, toute une série d'autres atteintes. Le diagnostic. Le diagnostic, il y a 2 types de tests, je pense que tout le monde connaît ça. Il y a les tests non tréponymiques, donc dits non spécifiques. Le test non tréponymique, c'est le VDRL et le RPR. Le VDRL, vous savez que ça détecte des anticorps dirigés contre la cardiolipine et lécithine et le cholestérol. C'est le fameux VDRL ou le RPR. Ces 2 tests sont peu spécifiques. J'en dis un mot dans 2-3 slides. C'est corrélé à l'activité de la maladie, ça permettra de suivre la réponse au traitement, c'est très important, et ils sont positifs déjà 10 jours après l'infection. Donc, après la contamination, ils sont déjà positifs. Il faut un changement de 2 dilutions, puisque évidemment, c'est du sérum qui est dilué de 2 en 2. Il faut un changement de 2 dilutions pour que ce soit significatif, et autant le faire, mais utiliser le même test dans le même laboratoire, évidemment. À côté de ça, il y a les tests tréponymiques. Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails. C'est le TPHA, c'est essentiellement le TPHA. Donc ça, c'est des tests spécifiques. Il y a le TPPA, qui est la test d'agglutination. Je pense ici que c'est l'hémagglutination qui est utilisée, c'est le TPHA. Ce n'est pas spécialement corrélé à l'activité de la maladie parce que ça va rester positif après la guérison, le plus souvent, évidemment. Mais 15 à 25% des patients traités rapidement, précocement, sont susceptibles quand même de négativer leur sérologie spécifique, donc leur TPHA. C'est très important parce que donc, le VDRL représenté ici pourcentage de positivité à partir de la contamination, exprimé ici en semaines et puis ici en années. Mais le VDRL va, donc comme je vous disais, commence ce positif très tôt et puis à un certain moment, si ma souris l'autorise, ça va redescendre et puis le VDRL va se négativer alors que les autres tests, ici c'était le FTA, mais le TPHA, c'est la même chose, lui va rester positif et au fil du temps, s'il n'y a pas de réinfection, va diminuer progressivement. Mais effectivement, il va rarement se négativer. Toute la question, évidemment, les réinfections, puisque bien sûr, ces anticorps ne sont pas protecteurs. S'il l'était, on ne parlerait plus de la syphilis. Et je rappelle ici, ça c'est d'autres chancres, dont un chancre sur un doigt ici, c'est quand même assez impressionnant. Sérologie est négative dans 1/3 des chancres. Il faut une dizaine de jours pour que la sérologie soit positive. Donc ça veut dire que on peut avoir un chancre qui va apparaître très rapidement et la sérologie est encore négative. Donc il faut vraiment mettre l'anamnèse, la clinique, ensemble et ne pas se dire ma sérologie est négative, c'est pas ça et j'élimine ce diagnostic. Rapidement, on ne va pas rentrer dans toutes les causes, il est 1h15, mais c'est pour que vous ayez, c'est une vieille liste mais qui n'a pas beaucoup changé. Ce sont les cas de faux positifs. Alors les cas de faux positifs, au niveau des tests VDRL, RPR de manière aiguë, il y a plein de situations et d'affections et d'infections qui peuvent donner des faux positifs en VDRL, en RPR. Une pneumonie à pneumocoque, la lèpre évidemment, les endocardites, la malaria, la tuberculose, le VIH, enfin toutes les hépatites virales, la grossesse. La grossesse, on peut voir le RPR ou le VDRL qui réapparaît, qui se positive un tout petit peu. Alors, ce n'est pas des taux à 64 ou à 128, mais on peut avoir des taux à 4 ou 8, uniquement dus à la grossesse. En chronique, d'autres maladies chroniques peuvent également perturber, donc donner un résultat faussement positif pour ces tests non tréponymiques, des cancers, des myélomes, des maladies auto-immunes, éventuellement des transfusions multiples. Et alors, au niveau des tests spécifiques, la borréliose de Lyme, effectivement, c'est assez logique. Hein, ce sont quand même des cousins, donc c'est assez logique.
et d'autres comme la leptospirose, un lupus ou une malaria. Ça, c'est les faux positifs. Il y a aussi les faux négatifs. Pour les tests VDRL et RPR, on peut avoir l'effet prozone. Et donc, si la contamination est vraiment très importante et qu'on a un taux d'anticorps très, très haut, on peut avoir cet effet prozone qui veut qu'en fait, le test est faussement négatif parce que la concentration en anticorps est beaucoup trop élevée. C'est pour ça qu'au laboratoire, on dilue le sérum. Nicole, tu me corriges? Mais je sais que tu vas y revenir, mais donc aujourd'hui, on fonctionne avec un test de screening avant de faire un RPR et un TPHA qui nous permet justement de bien sélectionner les échantillons à repérer. Et donc, d'emblée, on fait 5 lignes de dilution pour surtout ne jamais avoir affaire à cet effet prozone. Ça fait très longtemps que j'en ai pas vu, mais enfin, c'est tout à fait décrit et ça existe tout à fait. Bon, dans les fausses réactions au niveau du RPR, il y en a, c'est clair, mais j'avoue qu'on va quand même rarement au-delà de 1 sur 2. Ouais, sur 4, franchement. Oui. Alors, pour des raisons qu'on ne connaît pas, parce que ça peut être embêtant, cette histoire de syphilis et grossesse, hein, ça peut être un peu gênant. Pour des raisons qu'on ne connaît pas bien, on a aussi des problèmes en tout début de grossesse, parce que c'est en tout début de grossesse, par exemple avec les IgM rubéoles, ce qui est aussi très embêtant dans ce contexte, raison pour laquelle Cienzano a bien réenvoyé des messages et tout, mais qu'on a difficile à se faire entendre, que quand on veut vérifier une immunité rubéole chez une dame qui est en début de grossesse, de grâce, n'allez pas demander des IgM, on se retrouve avec des petites fausses réactions qui disparaissent après. Et on se retrouve là aussi avec parfois 1 sur 1, 1 sur 2. OK. Je vais rester sur ce tableau-là où je reconnais une capture d'écran d'une vieille édition de Up to Date, d'ailleurs qui remonte à 92. 92. Et donc, bon, à l'époque, dans le lupus, on ne connaissait pas encore vraiment bien le syndrome antiphospholipide. Hein, on parlait de faux BOE positifs qu'on retrouvait dans le lupus. Oui. Alors, je vais passer, la neurosyphilis, je vais passer, on en a parlé tout à l'heure. Simplement, j'ai voulu faire un résumé simple parce qu'en fait, le traitement il est formidable puisque, en gros, il n'a pas changé. Comme la syphilis n'a pas changé, le traitement n'a pas changé non plus. C'est BPG. Le traitement de choix reste la benzatine pénicilline, donc une pénicilline à longue durée d'action. Pour les patients non allergiques à la pénicilline, syphilis primaire, secondaire, latente, précoce chez les adultes, c'est 2,4 millions d'unités, donc 1,2 million d'unités dans chaque fesse en intramusculaire. Ça fait un mal de chien. Donc, il vaut mieux le diluer dans de la xylocaïne, dans de la lidocaïne. Vous savez que ce produit n'existe plus en Belgique. Hein, il n'est plus commercialisé en Belgique depuis des années, puisque la benzatine pénicilline n'est plus commercialisée officiellement en Belgique. Donc, tous les Belges se la procurent, hein, tous les pharmaciens belges se la procurent, j'ai de nouveau perdu ma souris, d'un pays limitrophe. Et donc, pour l'instant, c'est plutôt de la française qu'on a. Parfois, c'est la française, la portugaise, la danoise, de l'allemande. Enfin, ça dépend un petit peu. C'est important parce qu'il faut regarder le solvant. Je pense que la portugaise, le solvant, c'est de la xylocaïne, alors que la française, ils ne sont pas gentils, c'est du sérum phi. Donc, on dilue la poudre dans de la xylocaïne parce que ça fait quand même très, très mal. Hein. Alors, bon, j'ai tout à fait perdu ma... Ah, voilà, oui. Syphilis latente ou de durée inconnue, on a le moindre doute, mais c'est le même traitement. C'est 2,4 millions d'unités de benzatine pénicilline, mais qu'on va répéter 2 fois, donc à 3 semaines d'intervalle. Une injection, une semaine après une deuxième, une semaine après une troisième. En cas de neurosyphilis prouvée ou d'atteinte oculaire à la syphilis, là, on ne prend pas de risque et on mettra des fortes doses de pénicilline en intraveineux. Donc, c'est 18 à 24 millions d'unités par jour pendant 10 à 14 jours. Le patient avec son atteinte oculaire est resté 14 jours à l'hôpital. J'ai coupé parce qu'il y a toute la prise en charge encore des syphilis congénitales et autres, mais
Ce que je trouve intéressant, c'est les patients allergiques à la pénicilline. C'est très important, vraiment, à ce stade-là, de s'assurer de la vraie allergie à la pénicilline, parce que ça reste le traitement numéro 1. Sinon, alternative qui est souvent prise, c'est de la doxy, c'est Péros. Beaucoup de patients qui ont déjà eu une syphilis traitée, qui se rappellent de la douleur et des difficultés à s'asseoir. Quand ils font leur deuxième ou troisième syphilis, ils disent, écoutez, on ne pourrait pas d'abord essayer de la doxycycline. Ça arrive assez fréquemment. Doxy pendant 2 semaines, ou alors désensibiliser, évidemment. Et alors, en troisième traitement alternatif, on pourrait éventuellement envisager la ceftriaxone ou l'azithromycine 2 grammes Péros, one shot, mais avec la problématique sur laquelle je ne vais pas m'appesantir, qui est qu'on a des résistances qui sont en train d'apparaître de plus en plus. Et donc, à force de griller la cartouche, on risque de se retrouver vraiment dans des situations difficiles. Donc, le traitement de choix reste une injection de 1,2 million d'unités de benzaldehyde pénicilline dans chaque fesse. Et quand tu parles d'augmentation de résistance aux antibiotiques, c'est à la pénicilline? Parce que ce médicament existe depuis 80 ans. Et Non, c'est à l'azithromycine. Oui, d'accord, mais il n'y a pas de résistance à la pénicilline. Pas à la pénicilline, justement pas. Non. Et comment se fait-il qu'en 80 ans de prescription de pénicilline G, il n'y a pas de résistance apparue? Moi, je ne sais pas. Alors, se méfier, surtout si c'est le premier épisode, donc la première syphilis, premier épisode, se méfier de la fameuse réaction de Jarvis-Herxheimer, qui est due au fait que la pénicilline est tellement active qu'elle va provoquer une libération d'une énorme quantité de lipopolysaccharides, et ça va donner un tableau associant des hypotensions, de la fièvre, des céphalées, des fortes myalgies. Ça survient à 24 heures de traitement. On peut prévenir en donnant soit un anti-inflammatoire, même les Américains disent de l'aspirine, ou une dose de Medrol juste avant de donner l'injection. C'est préférable. Le taux de réponse, la réponse à un an, c'est le RPE, donc c'est le test non tréponémique dont la quantité doit diminuer de 4 fois, donc de 4 dilutions. En gros, si on a un échec, c'est quoi? C'est soit qu'on a de nouveau des signes ou des symptômes attribuables à la syphilis. Alors, c'est un échec ou c'est une réinfection? Toute la problématique est là, mais la prise en charge sera quand même la même. Ça ne changera rien. Sauf que si on a, oui, donc si le RPE, comme je vous disais, ne diminue pas de 4 fois dans les 2 ans qui suivent, on peut craindre un échec du traitement. Par exemple, si le patient a préféré prendre un one-shot 2 grammes d'azithromycine plutôt que 2 injections de benzaldehyde pénicilline. Et si on a un échec, il faut faire une ponction lombaire pour être sûr que l'échec ne soit pas dû au fait que quelques tréponèmes ont été cachés au niveau cérébral, évidemment. Oui. Et donc, ça ne sert à rien, tu es d'accord, contrairement à ce que je vois parfois, de contrôler en post-traitement avant 3-4 mois, il n'y a rien qui bouge. Donc, ce n'est pas la peine de nous demander un contrôle 3 semaines après, il n'y a certainement rien qui bouge. Et le TPHA post-traitement peut augmenter. Donc, on essaye de suivre le RPR et de voir sa diminution, mais il faut attendre 3-4 mois pour faire un premier contrôle, voire 6. Faire un RPR 2-3 semaines après le traitement, ça va être très bien parce que ça va juste augmenter l'anxiété du patient. Ben oui, c'est simplement ça. Voilà, prise en charge des partenaires. Traitement, évidemment, contact de moins de 3 mois, sont des règles édictées à discuter. Contact de moins de 3 mois, même si la sérologie est négative, on traite quand même. Contact de plus de 3 mois, mais on n'a pas la sérologie ou la fiabilité, la compliance du partenaire est peut-être fragile. On traite aussi, on propose de traiter. L'identification des partenaires, il faut voir qui on va traiter aussi parfois, parce qu'il faut parfois un travail de mémoire. En cas de syphilis primaire, on leur demande de retrouver leur partenaire des 3 derniers mois. Syphilis secondaire, idéalement des 6 derniers mois. Et quelqu'un qui a une syphilis latente précoce, il faudrait retrouver la liste de tous ses partenaires à risque au cours de la dernière année. Il faut une bonne mémoire, parfois. Oui. En fait, moi, j'ai un monsieur qui voyageait beaucoup. Il avait 3 partenaires différents. Et donc, il a répertorié ses partenaires. Il a été traité. Et puis, 1 an après, il est revenu avec des symptômes.
et il a contracté avec une autre personne c'était la première fois. Alors, voilà, moi j'ai eu du mal à trouver du Pénadur, hein, donc je lui ai donné de la doxy, mais voilà, il a arrêté le traitement parce qu'il avait des symptômes, voilà, il ne supportait plus. Donc, il faut aussi voir si les gens continuent leur traitement ou pas. C'est ça le C'est problème. ça le Voilà. point aussi, avec la doxy, c'est ça le Voilà, problème. c'est ça. Parce que c'est quand même des gens dont la compliance n'est pas exemplaire. Enfin, ils n'ont pas tous une compliance exemplaire. C'est ça. C'est pour ça qu'il y a 28% de réinfection. Je veux dire, enfin, il n'y a pas photo. Et donc, je voulais juste dire un petit mot sur les données du Chirec. Donc, Nicole Dolé, très gentiment, a ressorti toutes les sérologies syphilis faites au Chirec en 2022, donc sur un an, pas Sainte-Anne. Sainte-Anne était encore dans un autre laboratoire, donc c'est sur les chiffres de Delta et de Braine-l'Alleud, à peu près 12 000 tests qui ont été effectués, 12 000 sérologies syphilitiques faites sur un an. Donc le test de screening, comme tu l'as dit, soit il est négatif, ok, s'il est positif, vous faites le RPR et le TPHA. Il y a 0,1% de faux positifs au screening. Donc, le screening, ce test très rapide est positif, mais RPR et TPHA sont négatifs, ce qui est quand même très, très peu, hein, 0,1%. Et si on regarde les tests, le nombre de tests qui ont un RPR supérieur ou égal à 2, ce qui est quand même le bruit de fond encore, mais c'est positif, mais c'est le bruit de fond, on est à 0,34%. Alors, j'ai regardé un petit peu, je les ai classés, donc tous ceux qui ont un TPHA positif, je les ai classés, j'ai regardé combien avaient un RPR inférieur à 2, supérieur ou égal à 2 ou supérieur ou égal à 4. Là, il y en avait 110, donc qui ont un RPR négatif et un TPHA positif. C'est sans doute des vieilles syphilis qui ont été traitées. 110. RPR supérieur ou égal à 2, ils étaient 43. C'était dimanche matin, il pleuvait, mais 43 dossiers à ressortir, je trouvais que c'était quand même un peu beaucoup. Alors, je me suis dit, je vais prendre comme cutoff 4. RPR supérieur ou égal à 4 et TPHA positif. Je vais voir à quoi correspond ce chiffre de 26. Alors, c'est 26, c'est évidemment pas 26 patients, c'est 26 prélèvements, c'est 26 sérologies positives. Donc, je suis retrouvé, je les ai repris tous. En fait, sur un an de temps, c'est 26 prélèvements positifs à partir d'un 18 patients, tous des hommes, 18 patients. Alors, 2, j'ai été voir dans un brumette, 2, c'est des suivis post-traitement. Ils ont été traités ailleurs et c'était 6 mois ou un an après le contrôle sérologique. Donc, sur les 18 patients-là, il y en a 2, c'était un simple suivi post-traitement, ils allaient bien. Les 16 autres, ce sont des infections. Ce sont effectivement des infections. Donc, avec un RPR supérieur à 4, un cutoff de 4. C'était effectivement 16 infections qui ont été toutes traitées. Tous ces patients ont eu un suivi essentiellement chez nous, mais pas que. Mais donc, on a vu qu'ils ont bien été suivis avec des sérologies de contrôle qui montraient l'efficacité du traitement. Et c'était quoi sur ces 16 infections? 6 chancres, 5 roséoles et 5 latentes. Ce qui est intéressant aussi, c'est tous des hommes, oui, ok. Ce qui est intéressant sur ces 16 patients, 6 sont des séropositifs VIH en traitement, donc qui ont des rapports non protégés. Alors, j'espère, je suppose qu'ils ne sont pas inconscients, que leur charge virale VIH est non détectable. Ceci étant dit, le risque de transmettre, Brice, tu peux me corriger, mais le risque de transmettre le VIH, même si on a une charge virale non détectable, n'est pas nul s'il y a des lésions anales ou des choses comme ça. S'il y a des lésions des muqueuses, on dit qu'il faut quand même se méfier. Donc, c'est quand même 6 patients qui ont contracté, donc séropositifs, traités, qui ont contracté une syphilis. Et souvent, parce qu'on en connaît quand même beaucoup de ces patients, souvent, ce n'était pas la première syphilis, évidemment. Et 5 patients sous PrEP. Donc, HIV négatif, mais sous PrEP pour ne pas attraper le VIH. Donc, ça change. En fait, ce sont des patients qui, évidemment, veulent avoir des rapports non protégés, des rapports à risque. Et on ne dit pas, mais dans les dossiers, souvent, dans l'historique même récent, ces patients avaient fait un gono, un chlamydia, une rhistidie de gono, une syphilis. Voilà, donc je trouvais ça intéressant donc, que sur un temps, en fait, sur ces 18 patients, 16 étaient des vraies infections, que c'était 11 décès, c'est des patients à très, très haut risque, et que c'était donc tous des hommes. Alors, je vais terminer. Ils sont faites en maladie infectieuse ou... Non, ici au labo. Non. Les prescripteurs viennent d'où? Ça,
J'ai pas regardé. J'ai pas regardé. Mais Si bien, tu ferais bien. Non, non, mais il y a des patients. Non, mais les patients qu'on connaît, c'est nous, évidemment. Mais ça c'est clair. Il y a le patient de Brice. Non, je me dis qu'il doit y avoir quand même une série de tests. On demande aux urgences aussi, Nicole. Parce qu'il y a quand même beaucoup. Hein, il y a quand même 12 000 tests. Non? Oui, ben, Oui. il y a évidemment les screenings parce que nous sommes une grosse maternité. Il y a évidemment Ah oui? donc Ah oui. il y a évidemment là toute une série de screenings chez des patients qui ne sont pas particulièrement à risque, mais où on veut être sûr au moins une fois qu'on a une sérologie, d'où ces quantités. Alors, si je devais comme ça parier, mais je n'ai pas regardé moi non plus, genre, je dirais qu'il y a probablement la moitié où c'est Jean et Brice qui ont dû prescrire, et puis les autres où ce sont des hasards. Ouais. Je vais dire ça comme ça. Je crois qu'à Braine, enfin, je sais qu'à Braine, ça faisait partie de la prise de sang d'entrant en médecine interne. Attends, avant c'était prise de sang. Oui, mais après, Usuel entrant, tu avais le. mais à Braine, Mais oui, quoi. ça l'est toujours. Mais donc c'est intéressant de voir en fonction de la prévalence l'intérêt d'être plus large dans la demande en fonction d'une probabilité a priori basée sur l'âge, Oui. sur les habitudes sexuelles, etc. Hein. Je conclus comme ça, en fait. Je vais arrêter ici. Juste encore, je termine avec juste un historique d'un de ces patients que je connais bien. C'est en guise d'ébauche de conclusion. C'est très bref. Un de ces patients que je connais bien, donc séropositif traité, qui a refait une syphilis. J'ai retrouvé, en fait, je le suis depuis 2011 et j'ai repris ici le courrier de son chirurgien. En fait, ce patient avait été en 2011 consulté un chirurgien digestif et proctologue. Et voilà le courrier que ce médecin adresse au médecin traitant. Je vous remercie de m'avoir confié Monsieur Truc. Donc, le patient a 39 ans à l'époque. En 2011, il a 39 ans. Ce patient présentait une lésion au niveau du canal anal. À l'examen clinique, je constate une vaste tumeur cutanéo-muqueuse s'étendant dans le canal anal qui est fort suspecte de lésion tumorale anale dans le cadre d'une maladie du sida. Bon, effectivement, le patient est HIV positif. Une discussion franche a été engagée avec lui, avec l'obligation de passer dans un centre d'infectiologie agréé après ablation de cette tumeur. Après. Là, les explications ont été données, le patient était d'accord de passer sur le billard. Le 7 mars, il était intervenu pour effectuer une exérèse de cette tumeur qui était à cheval entre la marge anale et s'étendant sur tout le canal anal jusqu'aux colonnes de Morgani, se situant sur la face postérieure. L'exérèse a pu être effectuée en respectant l'appareil sphinctérien tout en mordant sur le sphincter interne. Le bistouri a mordu. Ah oui, tu as dit que c'était très contagieux. Le patient a bien supporté l'intervention et les sites opératoires immédiats ont été simples. Je connais ce patient, évidemment, puisque j'ai... Oui, bien sûr. Puisque le chirurgien, à la veille de l'intervention, m'a dit « Ah, demain, je vais opérer un patient séropositif qui a une grosse tumeur anale. » Je lui ai dit « Mais il faut d'abord voir s'il n'y a pas une syphilis. » Oui, non, mais tout ça, non, c'est pas ça. C'est tumoral, c'est tumoral. Pouf, voilà. Et donc, oui, alors les suites opératoires immédiates ont été simples. Oui, donc suite à la morsure du sphincter interne, le patient est resté quand même pendant de nombreuses semaines avec une incontinence fécale, rééducation du plancher pelvien, etc. Et puis ça s'est arrangé. Maintenant, ça va tout à fait bien. On se connaît depuis 12 ans. Et donc, effectivement, le pathologue conclut ulcération dont les caractères font suspecter une étiologie syphilitique, pas de lésion néoplasique du tout, bien entendu. Et bien sûr, la sérologie qu'on lui a faite après a confirmé que ce patient avait bien bêtement un chancre syphilitique. Et donc, il aurait pu éviter une intervention lourde, délabrante, dont il se sort bien parce qu'il n'a pas eu d'autres séquelles que ça. Mais c'est quand même impressionnant, je trouve. Et ça, c'était il y a 12 ans. Comme quoi, ça touche beaucoup de spécialités et il est très important de penser à ce diagnostic. Ce sera mes conclusions. Il faut toujours y penser devant une histoire bizarre ou de lésions atypiques. En particulier, c'est sans stigmatiser du tout, mais effectivement, je pense qu'il faut être particulièrement vigilant si on a affaire à des patients homo ou bisexuels. Et l'anamnèse fouillée, c'était le premier commentaire de Jean-Pierre. C'est vraiment
il faut fouiller, insister, il faut poser les questions qu'on n'aime pas poser, mais il faut vraiment bien interroger les gens sur leur historique, sur leur mode de vie, sur où il n'y a pas eu d'accident, enfin ce genre de choses-là. Traiter là, ou plutôt, enfin, et les partenaires, et le suivi sérologique qui est indispensable, puisque lui seul pourra dire que le traitement a été actif. Je vais en rester là si vous êtes d'accord. Deux petites remarques. Viens par ici, Oui. parce que mets-toi dans le champ. Oui. Voilà. Donc, les tests hépatiques, Oui. on appelait ça le foie ficelé. Ah oui. Hein, Jean-Pierre, hein, le foie ficelé de la syphilis, avec une réaction, bon là, j'ai plus en tête la nappate exacte, mais très certainement granulomateuse. Et sur un des premiers cas que tu nous avais montré, l'enzyme de conversion était à 90 D. Oui. OK. Mais donc, on dit, ben voilà, l'enzyme de conversion, c'est loin d'être spécifique de la sarcoïdose, mais par contre, c'est quand même un bon indice de quelque chose de granulomateux. Oui. Donc, tu as vu qu'il y avait quelques patients au-dessus de 65 ans. Hein? J'en ai pas encore trouvé dans la salle de gériatrie. Non, enfin bon, c'est vrai. Non, le premier patient, donc il avait déjà une histoire de colonoscopie à un âge quand même très, très atypique. Est-ce qu'il y avait déjà une histoire, je dirais, inflammatoire ou suspecte de... Il avait une diverticulose connue, en fait. Je pense que cette première colonoscopie, c'était, j'imagine, dans le cadre de troubles digestifs. Et donc, ça avait montré simplement de la diverticulose. Et on a contrôlé après traitement la disparition des lésions rectales? Oui, tout à fait. Oui. Et ça, oui, tout a été contrôlé. Il a très, très bien évolué. Ouais. OK. Voilà. Eddie, je peux poser une question? Certainement. Merci. Voilà. Non, en fait, donc, suite à ce que, merci pour ce séminaire qui est très, très bien, mais donc, suite à ce cas que Jean vient d'exposer, est-ce qu'il ne faut-il pas, en fait, faire effectivement le screening à tout entrant à l'hôpital, notamment pour ceux qui vont être opérés? Parce que, oui ou non, parce qu'effectivement, il est à Braine, ici, selon les cas. Moi, je trouve que ce pauvre patient, on aurait fait un screening, on aurait épargné quand même une grosse opération. Non, je pense qu'il faut cibler, il faut targeter vraiment le patient chez qui tu vas faire un screening. Ce patient, un patient homosexuel séropositif. Oui, mais nous, on ne pose pas ces questions quand il vient d'entrer. Donc, est-ce qu'on mettrait ça dans le bilan avant SALDOP ou pas? C'est la question. Mathieu a une suggestion. Mais donc, normalement, il aurait dû passer par une com. Mais et donc, normalement, il y avait moyen, éventuellement, surtout vu la zone sensible au niveau chirurgical, de faire juste une biopsie avant. Il aurait même pu s'épargner ça par d'autres voies. Quoi. Oui, je suis tout à fait d'accord, mais bon, voilà, comme Nicole l'a bien dit, parfois, avec les femmes enceintes, voilà, il y a des choses qui arrivent, je ne sais pas. Femme enceinte, ça c'est dépisté. Hein? Oui, parfois on le fait, mais voilà, avant les opérations, est-ce qu'on le fait ou pas pour protéger et le chirurgien parfois? Dans notre la contamination comme ça, elle n'est pas très fréquente. Dans notre hôpital, quand on voit la prévalence, on va aller pêcher pas mal de fausses réactions aussi et des choses comme ça sur lesquelles on va s'arracher les cheveux. Alors bien sûr, oui, il y a toujours le cas qu'on aurait pu voir avant. Je crois que comme Jean l'a dit, il faut être averti en fonction de la situation et par rapport, tu as dit à un moment donné, oui, c'est difficile de poser des questions dans cette sphère-là. Je crois qu'il faut prévenir le patient pourquoi on lui pose cette question. Oui. Et donc, voilà. Donc, maintenant, on va vous poser des questions un peu plus délicates, mais c'est important par rapport aux symptômes que vous présentez. Et donc, c'est se mettre dans quelque chose qui ne ressemble pas à un interrogatoire policier, qui n'a pas de raison d'être. On explique pourquoi. De la même manière, dans un autre contexte, quand on parle des enfances malheureuses avec des traumatismes, etc., on explique aux gens pourquoi on leur pose ces questions-là qui peuvent paraître saugrenues dans un contexte de fatigue, de fibromyalgie, etc. OK.